Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons avoir un webinaire sur les questions de biodiversité. Donc les haies remplissent un rôle important pour l'accueil de la biodiversité dans les parcelles agricoles. Et donc il est intéressant de pouvoir se munir d'outils qui caractérisent le bocage dans cette fonctionnalité attendue. Donc on a besoin de méthodes pour qualifier ces paysages de façon à comprendre comment leur structure influence la biodiversité. C'est dans ce cadre-là que le grain bocager, qui est un indice paysager, a été conçu par l'UMR Bagad de l'INRAE. Donc Hugues Boussard, ingénieur en modélisation informatique des paysages, va nous présenter cet indicateur. Donc à la fin de sa présentation, il présentera aussi son application dans plusieurs situations d'échelle territoriale. Il sera accompagné de Yann Gouez, qui est chargé de mission biodiversité agroécologie au syndicat des eaux du Baléon, et par Gladys Gonnet, chargée de projet à la Fédération départementale des chasseurs du Gers. Tous les deux nous présenteront leur retour d'expérience et leur utilisation territoriale du grain bocager, c'est-à-dire la construction du projet pour la continuité écologique trame verte et bleue, l'élaboration de PLUI, le diagnostic d'exploitation lors de la réalisation de PGDH, pour nourrir les recommandations faites en termes d'amélioration et de création des aides d'exploitants. Donc, nous les remercions tous les trois d'avance de partager leurs travaux ce soir dans ce webinaire. Je laisse la parole à Hugues en lui laissant l'écran. Bonjour. Merci Catherine pour cette invitation. Merci à la fac et Agroforesterie. Puis merci évidemment à Yann et Gladys de venir partager avec nous leur appropriation de cet outil cartographique qu'est le grain bocager. Alors ce travail, il est issu d'une collaboration avec un ensemble de collègues. Et tout d'abord avec Jacques Baudry, écologue du paysage, qui est celui qui a inventé ce concept de grain bocager. Mais également avec David Roland de la Fédération des chasseurs des Côtes d'Armor, qui vous présentera bientôt, la semaine prochaine ou la semaine suivante, je ne sais plus, le plan de gestion durable des haies dans le cadre des séminaires de la fac d'agroforesterie. Et collaboration également dans le cadre du dispositif de suivi national des bocages, le DSB, avec l'IGN et l'OFB. Je suis pour ma part donc modélisateur informaticien à l'INRAE, à l'UMR BAGAP, et je suis spécialisé dans la caractérisation et la simulation des paysages agricoles. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est ce concept de grain bocager, d'où ça vient. Je vais vous dérouler également le principe méthodologique. On va essayer d'ouvrir un petit peu la boîte noire. Et enfin, je finirai par, oui, par quelques exemples d'applications à différentes échelles. Alors, tout d'abord, d'où ça vient ce besoin-là? On est dans le cadre, dans le contexte de l'érosion de la biodiversité, notamment des insectes et volants et des oiseaux. Et parmi les causes qui sont invoquées, on a notamment l'érosion là, du bocage. Et ce bogage, en fait, répond à des dynamiques contraires qui sont d'un côté toujours une destruction, un déclin important, notamment en ce moment, on parle de 23 500 km de haies par an qui sont détruites. Et puis d'un autre côté, il y a des plantations, comme par exemple dans le cadre du programme Brest-Bocage en Bretagne, mais ces replantations, en fait, elles ne sont pas forcément accompagnées d'un suivi, d'un entretien et d'une appropriation de la part des différents acteurs. Et donc, en fait, elles souffrent de leur réimplantation et sont parfois vite dégradées. Alors, pourquoi du coup ce grain bocager? Ben, parce que l'écologie du paysage, depuis longtemps, en fait, analyse les structures du paysage. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le paysage à gauche, paysage A, et à droite, paysage C, il n'y a pas plus ou moins de biodiversité à droite qu'à gauche. C'est juste que c'est pas la même biodiversité. Et notamment, les espèces d'ambiance forestière vont se retrouver dans le paysage bocager qu'on peut voir sur le paysage A et auront quasiment disparu du paysage C. Et donc, l'important, c'est du point de vue de l'analyse spatiale, c'est d'être capable de capter ces structures spatiales qui font qu'on va retrouver derrière des patrons de biodiversité de tel ou tel type.
Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout simplement une densité de boisement? Bah, parce que du point de vue du concept d'écologie du paysage, les densités de boisement, c'est de la composition du paysage, c'est la proportion en fait d'éléments boisés. Et ce qui est important aussi à prendre en compte du point de vue de l'écologie du paysage, qui analyse les structures, ah bah, c'est de prendre à la fois la composition et à la fois la configuration des paysages. Et c'est pour ça qu'on a voulu en fait mettre en place une métrique qui intègre l'agencement des haies les unes avec les autres. Et les climatologues, eux, depuis ça fait déjà longtemps qu'ils ont montré en fait qu'effectivement les haies, elles ont un effet microclimatique qu'ils définissent comme allant jusqu'à 10 fois la hauteur de l'élément boisé. Et donc l'hypothèse de Jacques Baudry qui a mis en place ce concept de grain bocagé, c'était de dire que si la structure du bocage, elle a un effet sur le microclimat, c'est peut-être cette structuration du microclimat qui a un effet sur la biodiversité. Donc c'est pour ça qu'on a voulu caractériser cet effet microclimatique et après de voir comment la biodiversité répondait à ça. Alors on le voit notamment là sur des parcelles plus ou moins carrées, plus ou moins rectangulaires, en fait, avec une même densité de boisement. Par exemple, à droite ici, vous avez à peu près la même densité de boisement dans les deux cas, mais les parties rouges sont beaucoup plus petites en fait dans une parcelle de type rectangulaire que dans une parcelle de type carré. Donc ça vous montre que il y a une différence entre densité et structure. Et donc, on voit l'effet du gel, notamment là, à gauche, c'est assez clair. Et donc, cette métrique, elle devait être capable de prendre à la fois en compte l'effet individuel des haies, mais aussi l'effet cumulatif du réseau. Alors, autre chose qu'on a voulu prendre en compte dans le cadre du dispositif de suivi des bocages, c'était grâce à une nouvelle donnée qui est portée à connaissance par l'IGN, qui s'appelle le modèle numérique de hauteur de canopée, le MNHC, je vais y revenir après. C'est la hauteur en fait explicite des éléments boisés. Historiquement, on n'avait pas cette hauteur et on calculait un grain 2D, on appelait ça, en inférant. Mais maintenant, avec cette donnée de hauteur avec le MNHC, on a vraiment la hauteur des éléments. Donc, on peut intégrer ça dans le calcul même du grain bocagé. Et puis, deuxième chose qu'on a voulu intégrer aussi par rapport à notre ancienne méthodologie, c'était la prise en compte du type de boisement. Parce que, encore une fois, les climatologues, ça fait longtemps qu'ils ont montré que, en fait, le vent va courir sur un massif boisé et puis va s'écraser assez vite après ce massif. Alors que quand il arrive face à une haie, il va remonter au dernier moment. C'est ça qui crée une perturbation qui va jusqu'à 10 fois la hauteur de l'élément boisé. Et puis, on a aussi voulu prendre en compte l'effet d'un arbre isolé en considérant tout simplement que le vent pouvait assez localement faire le tour. Et donc, ça, c'est un petit peu les concepts écologiques qui étaient derrière. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de méthodologie. D'accord? Donc, on sort un petit peu de vraiment purement du grain et vous allez voir, on va y revenir tout doucement. Mais en fait, le grain, il est calculé via ce qu'on appelle des fenêtres glissantes. Alors, typiquement, j'espère que vous voyez ma souris. À gauche, vous avez une approche par grille. Et dans cette approche par grille, en fait, ce qu'on fait classiquement, c'est qu'on calcule des métriques au sein de cette maille. Donc, par exemple, ici, vous avez une grille de 1 km par 1 km, et on va calculer une ou plusieurs métriques. Par exemple, la densité de boisement. Donc, dans cette première maille en haut à gauche, vous allez avoir, je ne sais pas, par exemple, 2% de boisement, puis à côté, vous allez passer à 3%, et juste en dessous, là, vous allez passer tout à coup à 30 ou 40% de boisement. Et à la fin, ce qu'on a en termes cartographiques, ça va être des pixels assez grossiers de 1 km par 1 km qui vont nous dire 2, 3, puis 30, et ainsi de suite. Et le problème de ce type d'analyse, c'est que du coup, on perd une notion essentielle quand on analyse du paysage, qui est le gradient paysager, le fait que ce soit continu. Donc l'approche par fenêtre glissante, elle, en fait, ce qu'elle considère, c'est un point focal autour duquel on place une fenêtre plus ou moins grande. Et dans cette fenêtre, on va calculer toujours, par exemple, la densité de boisement. On calcule cette densité de boisement et on affecte le résultat seulement au pixel central. Et ensuite, on se déplace juste de un pixel, comme ça, et on refait le même calcul. Et on fait ça donc pour tous les pixels de la carte et on va, avec notre buffer, comme ça, balayer l'ensemble de la carte et on va récupérer une information qui va être plus continue. Là, mise en forme sous une cartographie d'occupation du sol, vous avez une cartographie d'occupation du sol au milieu, là, qui est typiquement à 5 mètres, avec des prairies, voilà, des cultures d'été, cultures d'hiver, peu importe. Là, ce qu'on va calculer ici, typiquement dans notre exemple, c'est pas la densité de boisement, c'est la diversité de Shannon. Donc, plus c'est jaune, plus c'est divers, plus c'est noir, plus c'est homogène.
Et donc, vous voyez, là, avec une approche par grille, eh ben, si on a une échelle de 100 mètres, à la fin, on va avoir des pixels de 100 mètres qui vont nous dire, voilà, est-ce que l'intérieur de ça, c'était, est-ce qu'il y avait une belle diversité ou pas? Est-ce que là, c'était voilà, plutôt homogène, ainsi de suite. Et si on passe à 200 mètres, alors imaginez ce qui se passe à 1 kilomètre et plus, eh ben, on a tout à coup des gros pixels, on n'arrive plus à lire le territoire. Avec les fenêtres glissantes, on peut tout à fait balayer les mêmes pixels de la carte, tous les pixels de la carte, avec des fenêtres qui sont plus ou moins grandes. Donc l'avantage, il est double, c'est qu'on va récupérer le gradient paysager avec ces fenêtres glissantes, et en plus, la taille de la fenêtre, donc la taille du paysage qu'on considère localement, et la taille de l'information spatiale initiale, elles sont indépendantes. Donc ces fenêtres glissantes, on les utilise plusieurs fois au cours du calcul du grain bocagé que je vous décris maintenant. Donc on considère un territoire particulier à analyser, sur lequel on vient récupérer le modèle numérique de hauteur de canopée fait par l'IGN, ce MNHC. Alors ce MNHC, du coup, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hauteurs de boisement. Alors, les hauteurs de boisement, en fait, en réalité, ils ont des informations qui vont à partir de 3 mètres. Hein, parce qu'en dessous de 3 mètres, ils ont du mal notamment à le différencier par rapport aux cultures. Donc, à partir de 3 mètres. Et en fait, comment c'est calculé? Tout simplement, ils ont le modèle numérique de terrain, donc le sol. Ils ont le modèle numérique de surface, qui viennent récupérer tous les 3 ans d'ailleurs. Et ils font l'un moins l'autre une différence. Et ça nous donne le modèle numérique de hauteur de canopée. Alors après, il y a des nettoyages qui sont faits sur les bâtiments, sur voilà, les cours d'eau, des choses comme ça. Et à la fin, on récupère seulement les hauteurs de boisement. Et c'est une information, c'est une donnée qui est très intéressante, qui est très précieuse et qui est qu'on peut mettre à jour tous les 3 ans. Donc pour suivre notamment, je sais pas moi, des dynamiques d'enfrichement, pour suivre des effets de gestion de haies, pour suivre des effets de reboisement et ainsi de suite. Donc pas que pour le grain, c'est tout à fait intéressant d'avoir ça sous la main. Une fois qu'on a ce modèle numérique d'auteur de canopée, la procédure vraiment du grain bocager commence par détecter les types de boisement. Et notamment, voilà, est-ce que ce sont des arbres isolés, des haies ou des massifs boisés? Alors pour faire ça, concrètement, ce sont des petites fenêtres glissantes avec une forme gaussienne qui sont voilà, de 50 mètres de rayon et qui viennent calculer en fait des proportions de boisement localement. Et puis il y a un effet de nettoyage qui fait qu'à la fin, on arrive avec des histoires de seuil à dire est-ce qu'on est plutôt sur un arbre isolé, une haie ou un massif. Une fois qu'on a cette information-là, on va calculer ce qu'on appelle les distances d'influence. Distance d'influence, en fait, typiquement, si vous avez un point ici qu'on considère dans l'espace, en fait, avant, historiquement, il était plus impacté par l'arbre isolé qui est juste à côté ici que par la haie qui est plus loin ici. Mais aujourd'hui, comme on considère que l'arbre isolé, il a un effet qui est pseudo-local, et comme on considère que les haies ont un effet qui va jusqu'à 10 fois leur hauteur, et puis potentiellement ces haies sont très hautes, peut-être qu'en fait ce point-là, il est plus impacté par cette haie lointaine que par cet arbre isolé. Donc c'est une méthode, ce calcul de distance d'influence, qui prend à la fois les hauteurs de boisement et à la fois les types de boisement en fait, pour modéliser ce qu'on appelle l'effet individuel des éléments boisés. Et une fois qu'on a cet effet de distance d'influence des éléments boisés, en fait, ce qu'on appelle, nous, le grain bocager, c'est en fait une autre fenêtre glissante de 250 mètres de rayon qui vient en fait faire la moyenne de ces informations-là. Et ces informations, elles sont donc entre 0 et 1. 0, c'est une information continue. 0, c'est les zones qui sont très, très denses. Typiquement, voilà, ici, on est proche de 0. Et 1, ce sont les zones très ouvertes, typiquement par ici. Donc, voilà ce qu'on appelle le grain bocager. C'est donc une moyenne, en fait, c'est l'effet cumulatif. C'est comme ça qu'on prend en compte l'effet cumulatif du bocage. C'est en fait une moyenne des distances d'influence localisées qui elles-mêmes prennent en compte à la fois les hauteurs de boisement et les types de boisement. Alors, si on avait seulement cette information relative de grain bocager, bon, c'est déjà intéressant, mais euh, est-ce que c'est bien, suffisant, pas bien? C'est difficile de le déterminer. Alors, ce qu'on a fait dans le cadre d'un projet au niveau du Léguerre, alors c'est ici, en Bretagne, et notamment avec la Fédé de chasse des Côtes d'Armor, c'est que on a été relever piéger des carapes sur 6 bassins versants. Et alors, pourquoi des carapes? Parce qu'ils sont faciles à piéger, à identifier. On connaît bien leurs préférences. Et puis, surtout, ce sont des espèces qui sont indicatrices d'un cortège plus large de biodiversité forestière. On parle d'espèces parapluies, notamment. Et donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce taxon-là.
Et donc, on a relevé d'eau carab dans ces 6 bassins versants. Et en fait, quand on regarde l'abondance des carabes par semaine et puis le grain d'un autre côté, en fait, ce qu'on observe, c'est un effet seuil. Et on a avant et après cet effet seuil, on a 3 fois plus de biodiversité forestière avant ce seuil qu'après. Et ça, c'est très intéressant puisque maintenant, cette information continue du grain bocager, on va pouvoir la classifier. Et on la classifie du coup avec voilà, on a défini 4 grandes zones ici. En bleu, on a les zones, voilà, avec une maille très très fine, très serrée. C'est pas forcément des boisements qui sont ici, hein. Ça peut vraiment être un maillage bocager qui montre que c'est voilà très très fin comme grain. Et donc, ce sont des zones plutôt remarquables et qu'il faut a priori protéger, mais qu'il faut gérer aussi. On a des problématiques d'arbres vieillissants dans ces zones-là, et voilà, faut pas les laisser de côté non plus. Dans les zones vertes, on va avoir des zones qui sont fonctionnelles au sens parce qu'ils sont en deçà du seuil, donc elles sont fonctionnelles. Donc, c'est des zones dans lesquelles il faut surtout éviter les arrachages, dans lesquelles il faut s'assurer que les haies soient de bonne qualité. Et on va y revenir tout à l'heure. Et c'est pas le grain qui regarde ça, hein, c'est pas le grain qui regarde la qualité des haies. Le grain regarde la qualité du réseau. Dans les zones jaunes, vous allez avoir des zones qui ne sont pas favorables et qui sont au-delà du seuil de fonctionnalité, mais par contre qui sont potentielles. Parce que là, si on rajoute des haies dans ces zones-là, on peut facilement basculer en zone fonctionnelle. Et donc, ça a un intérêt certain. Et puis dans les zones blanches, c'est des zones qui sont trop ouvertes et dans lesquelles il faut complètement repenser la maille. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre ici en priorité des haies, hein. Peut-être pour des questions d'érosion, ruissellement, c'est peut-être là où il faut les mettre en priorité. Mais du point de vue du grain bocager, c'est pas là où ça va être le plus efficient de rajouter des haies. Alors, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est sur cette cartographie classifiée de grains bocagers, c'est venir repositionner la cartographie des types de boisements, arbres isolés, massifs, haies. Parce que ça permet de comprendre pourquoi le grain il fonctionne comme ça, pourquoi il réagit comme ça. Ça permet de lire son territoire. Notamment dans cette zone blanche que vous avez là, en fait, ce que vous voyez, c'est que les haies qui sont ici, elles ne sont pas considérées comme des haies. Elles sont considérées comme des alignements d'arbres isolés. Et c'est une réalité sur le terrain qu'on peut observer, hein, des haies avec effectivement un fossé, mais tous les 5-10 mètres, il y a un arbre de temps en temps. Et ben là, on peut imaginer tout à fait, là, localement, que si on retravaille avec soit l'agriculteur, soit les collectivités qui gèrent ces haies-là, voilà, refaire en sorte que cette zone-là, elle redevienne tout à fait fonctionnelle. Alors, il y a 2 choses que ne fait pas le grain, que je positionne tout de suite. La première chose, c'est qu'elle ne m'infère pas de la qualité des éléments boisés. Ici, par exemple, vous avez voilà, le fait que ce soit tout bleu. Euh, Si ça se trouve, les haies qui sont ici, elles sont de très mauvaise qualité, hein. Ça se trouve, voilà, il y a un entretien, je ne sais pas avec quel herbicide derrière, il y a un piétinement et ainsi de suite, qui fait que non, ces haies qui sont derrière ici ne sont pas de bonne qualité. Le grain ne le verra pas. Le c'est pris en compte comme tel. Donc, ça n'infère pas de la qualité des éléments boisés, des haies en particulier. D'accord? C'est très important. Et deuxième chose que ne fait pas le grain, c'est que là, si vous avez une autoroute qui passe en compte la fonctionnalité du bocage au sens de la perméabilité des milieux. Voilà. Donc, typiquement, une zone imperméable ici qui serait marquée, le grain ne le verrait pas. Alors ensuite, je vais vous montrer trois grands exemples d'applications qu'on a pu faire avec le grain bocager, voilà, à différentes échelles. Notamment ici, vous êtes sur la Rechauffée communauté qui se trouve au sud de l'île-et-Vilaine. Et dans le cadre de Brest Bocage, justement, ils avaient tout un tas de plantations qu'ils ont effectivement réalisées et qui sont pas forcément d'ailleurs bien entretenues, et c'est une vraie problématique. Et donc, ce qu'on a pu faire, en fait, c'était calculer le grain, entre guillemets, actuel, en tout cas avec les données de 2020 qu'on avait sur les Vilaines. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé le fait que les haies, elles étaient effectivement bien implantées. Donc, on peut faire un avant-après. Vous voyez ici, on a un effet avant-après. Ah, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais euh, le grain bocager n'est pas applicable en zone urbaine.
Donc c'est pour ça que j'ai aussi là repositionné les zones d'habitation issues de la baie des topos. On n'interprète pas le grain en zone urbaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, les hypothèses microclimatiques qui s'appliquent en campagne ne s'appliquent pas en zone urbaine. On parle d'ailleurs d'îlots de chaleur urbains. Donc c'est pas du tout les mêmes hypothèses microclimatiques. Donc on n'observe pas le grain bocager en zone urbaine. Toujours est-il que on voit en tout cas l'effet de leurs aménagements et on peut donc du coup sur un territoire donné avec nos outils voilà simuler des arrachages, simuler des replantations. Alors, autre chose que Jacques nous dit en regardant ces données biodiversité là, qui ont été observées, c'est qu'en fait, le grain, il répond encore à une deuxième échelle. Et il voit, en fait, il observe que il faut non seulement que le grain il soit fonctionnel localement, mais qu'en plus, cette fonctionnalité du grain, elle soit vraie à une échelle plus large. En gros, il faut qu'il y ait une proportion de zones fonctionnelles à une échelle plus importante qui soit observée. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on objective ce regard-là? Alors, typiquement, sur la rechauffée communauté, là, j'ai commencé par clusteriser les zones fonctionnelles, donc les zones qui étaient en bleu ou en vert. Elles sont maintenant unies. Et là, si vous voyez un patatoïde d'une même couleur, par exemple tout marron, c'est parce qu'en fait, ça se touche. Donc, il y a une continuité structurelle de zones fonctionnelles à ce niveau-là. Et puis, vous voyez, il a d'autres petits patatoïdes les uns à côté des autres. Et donc, si vous avez deux couleurs différentes, c'est que ça ne se touche pas. Et donc, on peut avoir encore une fois avant et après replantation. Et donc, on voit encore une fois, là, le cluster du milieu, il est devenu d'une même couleur et c'est une bonne chose. Et donc, on peut objectiver ce regard. Comment? Bah, tout simplement, en fait, en calculant ces proportions de zones fonctionnelles que vous avez ici en vert sur le territoire. Et on peut aussi regarder est-ce qu'il y a une fragmentation des zones fonctionnelles, ici en rouge. Donc, typiquement, ici, vous avez trois zones. Vous avez des zones vertes qui sont globalement, tout va bien. Globalement, il y a suffisamment de zones fonctionnelles sur ce territoire-là. Donc, on est plutôt sur des enjeux de conservation. Dans les zones blanches, on est sur des zones où, bah, globalement, il n'y a pas il y a pas assez de grains fonctionnels dans ces zones-là. Et donc, on est sur de la reconquête, hein. Et puis, dans ces zones rouges, on est sur des zones où il y a des zones fonctionnelles, mais elles ne sont pas connectées, même structurellement, elles ne se touchent pas. Et donc, à moindre effort, on pourrait en fait retravailler sur ces zones-là en priorité pour reconnecter des milieux. Donc, encore une fois, avant et après replantation. Et on voit qu'ils ont gagné sur les deux terrains. Alors maintenant, à une plus large échelle, ça c'est le grain bocager calculé en Pays de la Loire. Alors on a encore une fois notre même classification en quatre classes avec nos haies, ainsi de suite, nos arbres isolés et l'urbain. On ne voit pas grand-chose à cette échelle-là. Mais du coup, l'intérêt du coup de positionner cette grande caractérisation de proportion de zones fonctionnelles d'un côté et puis de fragmentation de l'autre, et vous voyez, on va commencer du coup à détacher des grands enjeux globaux, quoi. Par exemple, là, ici, on voit que en fait, il y a beaucoup d'enjeux en fait, de défragmentation entre les départements même. Il y a des problématiques de zones très très ouvertes, comme ici au nord de la Sarthe. Alors, attention, parce que là, sud Vendée, c'est ouvert, mais c'est des marais, c'est des zones qui ont un intérêt écologique certain. Il ne s'agit pas de reboiser partout, hein. Mais voilà. Et donc, on peut regarder ça. Donc, ça, ce sont ce qu'on appelle des cartes à enjeux qui sont faites à 5 km et on peut les faire à des échelles plus fines. Donc, par exemple, ici à 1 km, c'est les mêmes cartographies, hein, mais cette fois-ci avec une fenêtre glissante plus petite. Et ça va me permettre de localiser en fait des enjeux bah, plus localisés pour le coup et qui vont avoir du sens pour des communautés de communes, pour, je sais pas quoi, des parcs, des communes, et ainsi de suite. Donc voilà, ça permet du coup d'avoir l'observation à différentes échelles. Et puis quand on zoome vraiment sur notamment voilà une exploitation agricole, on peut regarder effectivement le grain en tant que tel. Alors d'ailleurs, je parlais de l'exploitation agricole. Eh ben voici typiquement aussi encore une autre type d'application qu'on peut en faire, c'est qu'on peut vraiment aller jusqu'à l'exploitation agricole avec le grain bocager. Ici, vous êtes dans une zone au nord de l'île-et-Vilaine qui est plutôt bien. Enfin, là, c'est quand même assez magnifique, hein, en termes de grain bocager. Mais il y a des trous, ça et là, et notamment, il y a un trou en plein milieu. Et en fait, ce trou, il est dû à une seule exploitation. Il est dû à une seule exploitation. La personne voilà, a arraché ses haies en local et donc ça fait que de proche en proche, eh ben, il crée un trou dans l'environnement. C'est-à-dire que même en prenant en compte les éléments boisés qui sont tout autour, eh ben, là ici, globalement, il n'y en a pas suffisamment, quoi.
Alors, il ne s'agit pas d'aller taper du doigt sur cet exploitant-là. Il s'agit de dire qu'en fait, avec ce type de méthodologie, il est possible de mettre en place des indices de responsabilité environnementale et de calculer, en fait, c'est ce qu'on essaie de travailler maintenant, notamment avec la Fédé de chasse Bretagne, et puis la Fédé de chasse du Gers, elle y bosse aussi, c'est de regarder, en fait, quelle est la part de responsabilité d'un acteur, mais ce n'est pas forcément un agriculteur, ça peut être aussi une communauté de communes, par rapport à son environnement. Et alors, comment ça marche? Ce qu'on fait, c'est qu'on calcule le grain bocager avec les haies de l'acteur et sans ses haies. Et puis, ou avec que ses haies d'ailleurs. Et puis, avec l'ensemble de ces informations, et on arrive à dégager, en fait, est-ce que, en fait, l'exploitant ou l'acteur, en tout cas, qui est présent, est-ce qu'il profite de son insertion paysagère ou est-ce qu'il y participe? Voilà. Alors, dernière information, et je pense que c'est peut-être la plus importante qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en fait, le réseau, une bonne qualité de réseau n'est pas suffisante. Il faut avoir à la fois une qualité de réseau et à la fois une qualité de haie pour accueillir la biodiversité forestière. Ça, c'est le travail de David Roland de la Fédé de chasse. Et en fait, il montre que euh, ces réseaux et ces haies notés en qualité de grain bocager et notés en tant que plan de gestion durable des haies, euh, en fait, une haie ici de bonne qualité dans un réseau dégradé ne pourra pas accueillir suffisamment de biodiversité forestière. Et il en est de même pour une haie de mauvaise qualité dans un beau réseau. C'est vraiment des conditions nécessaires et suffisantes, quoi. Donc voilà, voilà pour ma partie. Et donc, ces outils on a calculé le grain bocagé pour l'instant sur 27 départements français dans le cadre du dispositif de suivi des bocages. Et les données de MNHC qui permettent de calculer ces données vont être accessibles sur l'ensemble du territoire français en début 2024 et en plus sur 2 années. Donc, on va pouvoir commencer à calculer ça partout et puis à commencer à analyser une évolution. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et donc, on va laisser la main donc à Yann qui va faire la présentation de l'utilisation dans son travail au quotidien. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, je vais être assez rapide. Je vais apporter un petit témoignage, comme disait Catherine, sur l'utilisation en fait que l'on fait au quotidien de cette donnée, hein, du grain bocager. Pour vous situer un petit peu, la structure dans laquelle je travaille, c'est un syndicat d'eau, donc producteur d'eau potable. Et on porte également le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, là, le SAGE. Et donc, dans ce cadre-là, on a tout un tas d'actions. Il est possible de détecter votre haut-parleur, Menées. vérifier que votre haut-parleur Ah, est... il y a un micro. Alors, je pense que Oui, c'est du bon, coup, Yann, tu peux y aller, on va surveiller le micro, mais donc, c'est dur à donc, détecter, pardon. Voilà. voilà, on porte le sage du Baléon, on a tout un tas d'actions, et notamment en faveur du bocage. Et c'est dans ce cadre-là qu'on utilise le grain bocager. Donc, on est situé au nord de Brest et on travaille sur 56 communes, voilà, qui représentent à peu près 120 000 habitants. Et donc, on porte notamment le programme Brest Bocage également sur une partie de ce territoire-là pour les travaux bocagers, mais aussi pour la gestion durable. Donc, pour le grain bocager, on a en fait fait appel à un programme particulier porté par la région Bretagne avec des fonds FEADER et Contrat Nature qui date de 2019. Et donc, au début, l'objectif, c'était d'abord de faire un état des lieux des continuités écologiques enfin, développer après des actions en faveur de ces continuités. Et donc, dans un premier temps, il fallait faire tout un tas d'études pour analyser les trames vertes, notamment. Et donc, on a pu faire appel à l'INRAE de Rennes, mais également à d'autres labos, et puis d'autres spécialistes sur sur les espaces verts, sur les rivières, etc. Mais voilà, sur le bocage, on a été épaulé par Hugues et Jacques Baudry notamment pour développer tout un tas de jeux de données.
parce que l'idée, c'était de travailler sur la trame verte dans sa globalité, d'avoir une donnée pertinente à multi-échelle, hein, multiscalaire, du grand paysage à la parcelle, parce qu'on travaille avec des agriculteurs, donc à l'échelle de leur parcelle, on travaille à l'échelle de leur parcellaire également, et puis produire des données pertinentes, bah voilà, qui peuvent être opérationnelles derrière. Et donc, bah, Hugues nous a produit tout un tas de données à l'époque, hein, que ce soit des données très larges, enfin, sur des concepts d'éco-paysage, donc le grain bocager, et puis d'autres données qu'on utilise également, qui sont sur des continuités, continuités boisées, zones humides, les continuités liées au milieu prairial également. Et puis, les clusters associés à ces continuités, un peu la même démarche que ce que vous a montré Hugues tout à l'heure sur les clusters du grain bocager. Voilà, Hugues nous avait fait le même exercice pour les continuités. Et donc, ben, à l'inverse, justement, quand il y avait différents clusters, on pouvait identifier ben, les potentielles zones de rupture. Et donc, derrière, ça cible aussi les travaux actuels que l'on fait du grain bocager sont multiples. En fait, c'est une carte qui est ouverte quasiment tous les jours sur mon SIG. On l'utilise pour les projets d'aménagement bocager. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une donnée pertinente à l'échelle parcellaire. Et donc, on l'utilise également bah, pour concevoir des nouveaux projets de plantation. Euh, Parce que quand on fait un diagnostic à l'échelle d'une exploitation, ben, on superpose tout un tas de jeux de données également sur la qualité des eaux, les pentes et donc également le grain bocager. Et ça permet de situer vraiment l'exploitation dans son paysage et dans le contexte. Euh, voilà, également, là, on l'utilise depuis peu bah, sur les plans de gestion durable des haies, les PGDH. C'est également une donnée pertinente pour bah, situer l'exploitation et tout son réseau de haies. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, complémentarité avec les autres données produites, notamment les données continuité. Euh, voilà, suivant les présentations qu'on a à faire sur les communes, etc., ben, on utilise souvent ce type de données, ce jeu de données, et ça permet d'analyser plus finement en fait un territoire à de multiples échelles. Et donc ces données-là, ben, vous en doutez, je pense qu'elles sont très précieuses également pour d'autres services hein, que le nôtre, notamment dans les EPCI, dans les communautés de communes, quoi, et dans les communes, pour les documents d'urbanisme, les PLU, pour comment dire, les diagnostics qui sont faits pour les trames vertes et traduites après en réglementaire. Donc, toutes ces données sont, nous, on les transmet, on les présente, et comment dire, on les analyse, et on les interprète pour eux. Et puis, certaines communes de notre territoire sont aussi impliquées dans des atlas de biodiversité communale, là, les ABC, et des ABI récemment, là, ce sont voilà, des atlas de biodiversité à l'échelle intercommunale. Et donc, évidemment, bah, sur ce genre de démarche par les communes et comités de communes, ce genre de données sont également très précieuses. Et donc voilà, ça c'est un exemple de carte, mais vous en avez déjà vu. Juste là, on n'a pas la même comment dire présentation que Hugues parce que c'est des données un petit peu plus anciennes qu'on utilise. Et parce qu'on a à l'échelle de Bretagne, on a aujourd'hui un grain bocager qui a été fait par l'INRAE, mais l'échelle est plus large. Et en fait, on aime bien travailler avec une échelle plus fine d'analyse. Et donc, nous, quand on avait travaillé à l'échelle de notre territoire, bah, c'était évidemment avec une échelle fine. Donc, on a gardé ce jeu de données pour travailler. Et donc, vous voyez, par exemple, sur ce territoire, bah, on voit qu'on a un maillage bocager
quasiment sur tout le territoire, à part sur les zones urbaines et littorales. Mais il n'est pas, vous voyez, en couleur rouge, donc c'est-à-dire en couleur fonctionnelle pour une grande partie. Et donc, ça montre aussi, de rien, les enjeux qui peut apparaître, soit une densification du maillage bocagé, donc par de la plantation, sur ces zones un peu grisées là, mais aussi un enjeu de gestion durable des haies, parce que ça veut dire que ce sont des haies dégradées qui sont juste, qui sont à la limite de passer le seuil de ne plus être fonctionnel du tout. Et donc, on avait demandé à Hugues également d'extraire toutes ces zones grisées là, juste pour les mettre en avant. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, hein, enfin ce qu'il a fait. Et donc, vous voyez, tout cet aplat rose, en fait, ça correspond voilà, aux aplats grisés verts là sur la carte précédente. Et donc, cet aplat nous montre en fait les zones à enjeu prioritaires pour développer notamment les plans de gestion durable des haies et les pratiques plus durables sur la gestion associée. Et voilà, là je vous ai fait un petit zoom simplement à l'échelle d'une exploitation agricole où on a fait récemment d'ailleurs un plan de gestion durable des haies. Vous voyez où ça fonctionne très bien en fait. Ce qui est rouge en fait, c'est son parcellaire. Enfin, c'est son, ouais, voilà, c'est ses parcelles. Elles sont pas forcément bien cartographiées parce qu'il y a eu un remembrement au cadastre, mais l'agriculteur s'est opposé au remembrement, donc on a beaucoup plus de petites parcelles au sein d'une grande parcelle. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était voilà, que même à une échelle beaucoup plus zoomée, le grain potager peut être intéressant, où ici, il fait un peu office d'oasis par rapport à ce qu'il y a autour. Et donc, pour conclure un peu ma petite présentation, les atouts que nous on trouve de ces données du grain potager, c'est que ce sont des données pertinentes, hein, à multi-échelle, de la parcelle au territoire, vous voyez, de plusieurs Comcom au parcellaire d'un agriculteur, ça fonctionne. Et puis c'est des données qui parlent une fois qu'on les interprète et une fois qu'on explique à quoi ça correspond. Et donc, ce que je pense, vous comprenez également, le point faible un peu de ce genre de données, quand même relativement complexes, c'est l'appropriation qui peut être difficile lorsqu'on transmet ces données-là à d'autres services. Enfin, il faut répéter souvent à quoi correspond tel et tel résultat, telle et telle carte, quoi, parce que c'est pas un concept facilement appropriable de prime abord. Voilà pour la présentation. Je vous remercie. On va passer la parole à Gladys qui va faire un deuxième témoignage et on posera les questions des utilisations après la deuxième présentation. Bonjour à tous. Du coup, donc l'objet là de mon intervention, c'est de vous présenter. Là, j'ai fait le choix de vous présenter seulement deux applications du grain bocager que l'on fait à la Fédération des chasseurs du Gers. Un cas vraiment plus porté donc à la direction des élus dans le cadre d'élaboration de plans locaux d'urbanisme, et un cas plus appliqué aux gestionnaires où le grain bocager intervient directement dans la réalisation des plans de gestion durable des haies. Donc, pour retracer un petit peu l'historique, c'est vrai que Hugues en a parlé. Ce qui est, je pense, déterminant dans l'application du grain bocager, c'est d'avoir calibré ce seuil initial à partir duquel, concrètement, on voit qu'on a une perte d'efficacité des maillages. Nous, c'était d'autant plus pertinent pour nous de le réaliser parce que le Gers, on est un peu loin de la Bretagne. On est sur des contextes paysagers qui sont totalement différents. Donc, c'est vrai que quand on a initié ce programme en 2020, donc on s'était rapproché à l'époque de l'INRA de Rennes et de la Fédération des chasseurs des Côtes d'Armor. Et ça nous semblait vraiment pertinent de tester le modèle et de vraiment le valider à la fois, donc encore une fois, sur les carabes. On a réalisé donc les relevés de carabes sur 300 haies gersoises avec donc différents gradients de grains bocagés. Donc ça, c'est à peu près 20 000 carabes, une centaine d'espèces différentes qui ont pu être identifiées et corrélées au grain bocager.
Et en termes de nouveautés, on avait voulu le valider aussi sur un nouveau modèle d'étude. En termes de compétences aussi, c'était plus pratique à la base pour nous de travailler sur les oiseaux plutôt que sur les carabes. On l'a validé du coup sur le modèle avifaune forestière. Donc vraiment, à l'issue de ces 2 années de relevé, on a pu calibrer le seuil de grain bocagé à partir duquel on avait un effondrement des populations forestières, tant en termes d'avifaune que de carabes forestiers. Et donc c'est vrai qu'il était un petit peu différent de la Bretagne, mais pas forcément de beaucoup. Il était vraiment de 0,3 contre 0,33 en Bretagne. Donc nous, c'est vrai que cet outil, maintenant, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est dans une phase vraiment de déploiement de l'outil, où je porte à la Fédération des chasseurs donc plusieurs programmes d'animation qui ont vocation vraiment de faire vivre et de faire vivre ce grain bocager, même si à côté, on a vraiment quand même pris, grâce à Hugues, vraiment cette compétence aussi sur la modélisation, parce que je pense que le meilleur moyen de transmettre un outil, c'est avant tout aussi de se l'approprier pour être en mesure de mieux l'expliquer aussi derrière. Donc là, c'est une analyse qui a été réalisée à l'échelle donc, de 43 communes dans le cadre de l'élaboration d'un PLUI. Donc là, bon, je suis désolée, ça va redemander une petite gymnastique. La légende n'est pas forcément exactement la même. C'est vrai qu'on a juste joué un petit peu sur le code couleur. En vert, en gros, on retrouve toutes les fameuses zones fonctionnelles dont on a parlé jusqu'ici. Donc ces fameuses zones entre 0 et 0,3 où on sait que d'un aspect, on va maximiser tous les services de régulation microclimatique par les haies et en plus, on va maximiser l'accueil d'espèces forestières. Et plus on va vers 1, donc plus on va vers des valeurs rouges, plus on a une perte d'efficacité des réseaux sur ces aspects microclimatiques et écologiques. Donc ça, nous, à l'échelle vraiment d'un PLU, ça nous semble une échelle qui est relativement pertinente parce que c'est ni trop grand ni trop petit pour ce genre d'analyse un petit peu plus intégrative. Ça nous a permis de mettre en avant différents enjeux. Donc c'est pourquoi derrière, à partir du grain bocage, on produit aussi des cartes d'enjeux. Donc en vert, toujours, on laisse apparaître ces fameuses zones qui sont fonctionnelles, donc entre 0 et 0,3, où là, on est plus concrètement sur des enjeux de conservation. Des zones là que j'ai représentées en orange, où en fait, donc c'est plus des enjeux de reconnexion. Pourquoi? Parce que c'est les zones vraiment où on a beaucoup de petits patchs fonctionnels, ces fameux patchs verts, mais qui sont complètement déconnectés les uns les autres. Donc on sait que typiquement, à l'échelle vraiment de ces 43 communes, c'est les zones où il y a vraiment de forts enjeux à recréer du linéaire pour renforcer ces linéaires existants. Et à l'inverse, donc on a des zones un petit peu plus ouvertes, là que j'ai laissées en transparente, en blanche, où là, typiquement, on est vraiment purement sur de l'enjeu de création. En jaune, à chaque fois, j'ai laissé visible aussi les zones qui sont entre 0,3 et 0,4, que nous, typiquement, on caractérise un petit peu comme les zones d'aménagement prioritaire. Pourquoi? Parce que le simple fait vraiment le fait d'aller cibler, que ce soit les plantations ou la régénération naturelle sur ces zones de grains bocagés, ça va permettre, en fait, par effet un petit peu tache d'huile, les zones jaunes vont devenir des zones vertes qui sont fonctionnelles. Et on sait que c'est vraiment en ciblant sur ces zones-là qu'on va regagner relativement rapidement de la fonctionnalité. Donc nous aussi, faut savoir, donc le grain bocager, je pense que c'est comme tout outil, il existe énormément de super outils, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment derrière de les faire vivre et de les porter à destination de différents acteurs sur le territoire. Donc c'est vrai que nous, au final, on utilise vraiment le grain bocager comme un support d'animation derrière, notamment avec cette entrée PLUI. Donc à partir vraiment, donc sur ces 43 communes derrière, on a réalisé en fait des groupes d'animation qui étaient finalement concernés par différents enjeux bocagers que j'ai pu évoquer au préalable. Donc pourquoi est-ce qu'on a eu cette logique? Parce que finalement, on ne voulait pas que les acteurs qui se retrouvent dans des zones un petit peu plus ouvertes du territoire se retrouvent un petit peu en marge d'acteurs ou qui sont concernés vraiment purement par des problématiques enfin des questions de plus de préservation. Donc l'idée, c'était vraiment que ces groupes d'animation se rassemblent autour de la table, autour de questions communes et d'enjeux communs sur ces aspects de gestion du bocage. Donc l'objet, c'était surtout aussi de leur présenter encore une fois, parce que de présenter au niveau élus communaux, donc ces cartographies du grain bocager. L'idée, c'est vraiment que les élus se les approprient et sachent concrètement ce qu'elles veulent dire et quels leviers quels sont les leviers aussi derrière dont ils peuvent disposer pour améliorer localement aussi la situation. Donc ça, c'est quelque chose, on a pas mal travaillé avec lui aussi pour faire évoluer cette partie-là. C'était l'aspect de simulation, parce que je pense que c'est relativement important et ça demande, enfin, ça permet aux acteurs aussi de se projeter.
Et donc là, j'ai mis un exemple à échelle un petit peu plus fine sur justement un groupe qui était très concerné par ces enjeux plus de création, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de zones fonctionnelles, ils ont des grosses zones dysfonctionnelles sur ces communes-là. Donc l'idée, c'était de mettre en face en fait des leviers dont ces élus pouvaient disposer pour améliorer localement la situation. Donc là, ce qu'on a fait comme simulation, après il y en a tout un panel d'autres simulations qui peuvent s'imaginer, mais là, on a imaginé que tout ce qui était trame bleue, finalement, on imaginait de la revégétalisation de ces zones-là, donc notamment par le biais de régénération naturelle assistée. Euh, donc ça, c'est un des leviers, d'autant plus que nous, sur le département, on a énormément de bords de cours d'eau qui ne sont pas végétalisés. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer, d'avoir un constat assez frappant sur l'effet avant-après la revégétalisation de ces bords de cours d'eau. Donc là, c'est ce que je vous ai, c'est vraiment ce que j'ai essayé là de vous représenter sur cette diapositive. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un premier point de départ. On sait que voilà, il y a vraiment un enjeu. Ça permet de prioriser aussi, de voir où est-ce que réellement il y a un enjeu localement pour remettre en place des essais, notamment de régénération naturelle. Et ça permet derrière de pouvoir aussi enclencher d'autres leviers, typiquement aller cibler d'autres acteurs, faire le lien aussi typiquement, enfin directement avec les gestionnaires, avec les agriculteurs, pour finalement avoir une cohérence entre tous les aménagements qui pourront être mis en place. Donc après ce temps-là, on a eu vraiment des temps d'animation qui étaient, c'est vrai, qui étaient vraiment ciblés, publics, élus. Mais je pense que dans ce genre de projet, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de faire du lien entre les acteurs. Donc là, on a prévu, ça commence vraiment tout juste, mais on a prévu vraiment des temps sur chacune des 43 communes, un temps d'animation en pied de haie, où là, l'idée, c'est de rassembler autant des élus que des gestionnaires pour faire le lien aussi directement, enfin se servir de cette rentrée Grand-Bocagé pour faire le lien aussi avec la gestion. Parce que Hugues l'a dit, et c'est vrai que c'était un des gros résultats de notre étude sur les carabes et les oiseaux, c'est qu'avoir donc un maillage fonctionnel, c'est super important. Il faut avoir ces fameuses zones de grains bocagers qui sont fonctionnelles pour maximiser la biodiversité. Mais l'autre aspect qui joue tout autant et qui est vraiment très imbriqué avec ce premier aspect, c'est la gestion des haies en tant que telle. Donc là, c'est sûr que c'est d'autres outils qui vont pouvoir venir en soutien, donc notamment, je pense au plan de gestion, au label haies, qui auront tout leur sens finalement. Et je pense que c'est vraiment cette intégration à la fois de ces deux outils qui permet directement d'avoir une cohérence en termes de mise en place d'aménagement. Donc là, l'idée, c'est vraiment profiter de cette animation pour du coup parler de gestion durable des haies. Alors, c'est des programmes simultanes partenariaux, on n'est pas tout seul dans ces aspects-là. Et vraiment profiter de ces temps où on a plusieurs acteurs de rassembler pour réfléchir collectivement finalement à des programmes et des mises en place d'aménagement. Donc ça, c'était plus pour la partie PLUI commune. C'est vrai que du coup, là, pour aller un petit peu plus loin sur cette partie gestionnaire et plan de gestion durable EDS, c'est vrai que donc on profite toujours de cette entrée plan de gestion pour aussi faire vivre le grain bocager. Donc ça intervient notamment donc dans le cadre d'un programme que l'on pilote, donc d'un GI2E, d'un regroupement pour le moment d'une dizaine d'agriculteurs sur le département. Donc, sur lesquels donc, des plans de gestion durable des haies vont être réalisés. Il y aura tout un accompagnement derrière par le biais de formation et d'accompagnement sur les pratiques de gestion durable. Mais l'idée aussi, c'était de profiter de ce grain bocager pour derrière alimenter finalement la partie de ces plans de gestion, toute la partie finalement amélioration, création linéaire. On se base vraiment sur les cartographies du grain bocager pour donner nos préconisations en termes d'aménagement. Donc là, par exemple, j'ai mis l'exemple sur une exploitation où un plan de gestion avait été mis en place sur le département. Donc là, c'est la situation actuelle. Donc on est sur une exploitation de maïsiculteurs. Donc c'est vrai que c'est des grands systèmes donc de grandes cultures qu'on va beaucoup nous retrouver finalement sur une belle partie du territoire gersois. Donc l'idée, c'était de voir finalement mais par où on peut commencer et être aussi dans des situations qui soient réalistes. Donc là, on avait pris le parti de ne pas forcément toucher pour le moment enfin pas aller vers un réaménagement parcellaire. L'idée, c'était plus d'optimiser ce parcellaire existant. Donc par un effet vraiment d'aménagement et d'optimisation avec finalement la mise en place, lorsqu'il y a des bords de cours d'eau, aller mettre en place de la régénération. Sur les zones en bord de parcelles où il y avait moyen de faire des plantations, enclencher des plantations. Donc là, cet hiver, par le fait vraiment d'avoir fait, je pense que le grain bocager y a beaucoup joué parce que ça permet vraiment à l'exploitant de se projeter dans tout ça. Et ça, donc par ce biais-là, il y a 4 km de haies qui vont pouvoir être plantées cet hiver sur cette exploitation en partenariat avec Arbres et Paysages.
Donc voilà, pour terminer, nous c'est vrai que donc, sur la partie grain bocagé, donc on avait commencé sur cette entrée de la communauté de la Lomagne gersoise, mais du coup on s'est servi vraiment de ce grain bocagé, de tout un panel de modélisation que l'on peut réaliser à partir du grain bocagé, pour derrière lancer tout un programme, enfin tout un spectre de programmes relatifs vraiment à la gestion globale des haies sur le territoire. Donc à l'heure actuelle, là, le grain bocagé, il va être utilisé sur une grande partie du territoire gersois. Donc, notamment donc, sur 4 communautés de communes où on a une entrée par un pôle d'équilibre territorial et rural au niveau de l'Armagnac. On a un futur parc naturel régional aussi qui est en train donc, d'émerger donc, au sud du territoire. Donc là, pareil, on avait été démarché par le PNR pour utiliser ce grain bocager pour définir une situation initiale, mais surtout pour pouvoir co-construire avec tout un spectre d'acteurs une animation et et imaginer vraiment une projection de l'amélioration locale des linéaires sur ce territoire. Voilà. Voilà, ben, merci beaucoup à tout le monde de votre présence. Excusez-moi pour les petits problèmes techniques pour ma part. Et puis, merci aux intervenants et à la qualité de leur présentation.